Le matin avait la douceur d'une porcelaine ancienne. La lumière, filtrée par les rideaux écrus, laissait sur le carrelage de la cuisine des rectangles pâles. L'odeur du café montait en filets réguliers, mélange de noisettes et d'amertume, et le vieux horloge du couloir battait une mesure paisible. Depuis la mort de Samuel, ces détails étaient devenus mes points cardinaux. La tasse ébréchée, le cliquetis de la cuillère, la plante de basilic sur l'appui de fenêtre qui résistait, obstinée, au courant d'air. J'avais appris à faire tenir ma journée sur ces minuscules repères, comme en tend une corde entre deux arbres après l'orage. J'ai tourné la radio sur une station classique. Un violoncelle a rempli la pièce d'un son rond, comme une voix qui m'aurait reconnue. Je me suis assise, le dos bien droit, mains autour de la tasse. Je m'entraîne à respirer profondément, à laisser l'air descendre jusqu'au bas du ventre, comme me l'a conseillé l'infirmière le jour des obsèques. Quand tout tangue, ancrez-vous dans quelque chose de simple. J'ai choisi la chaleur d'une tasse et la rigueur du matin. La maison portait encore la présence de Samuel sans sa silhouette. Sa veste pendait derrière la porte d'entrée. Je n'avais pas le cœur de la déplacer. Le couloir gardait son odeur de savon et de bois ciré. Sur la table du salon, une égratignure que nous avions fait en débaillant la table basse me rappelait notre précipitation à refaire du beau après une fuite d'eau. Ces traces disaient « Nous avons vécu ici ». Elles tenaient lieu de conversation, quand plus personne n'occupait la chaise d'en face. Les premiers jours, la famille de Samuel était partout, plats déposés dans du papier aluminium, bras qui entourent trop fort, paroles rapides, gestes efficaces. Sa sœur, Mireille, avait un talent particulier pour parler en marchant, l'agenda dans une main, un trousseau de clés dans l'autre. « On te décharge de tout, Rosa. Pose-toi, c'est important. » Je l'avais laissé faire, reconnaissante, un peu hébétée. Les formalités s'enchaînaient comme un couloir étroit qu'il fallait traverser sans s'arrêter. Il y avait des signatures, des accusés de réception, des rendez-vous. Je me suis tenue droite, attentive, docile. On m'expliquait, je signais. On me disait « c'est la procédure », je faisais confiance. Ce mot, procédure, sonnait propre et rassurant, comme une blouse blanche. Les semaines suivantes, ils ont continué de passer. Moins souvent, mais toujours avec cette manière d'entrer comme chez eux, de déposer un sac, de soulever un couvercle, d'ouvrir un classeur. « On vérifie 2-3 choses », disait-il. Je les regardais aller et venir avec une sorte de gratitude fatiguée. J'étais la veuve aimée, entourée, digne. Je me répétais qu'on était une famille, que tout irait bien parce qu'on se connaissait depuis 30 ans et qu'il m'avait intégrée dès le début, moi, la fille du quartier d'en bas, dans cette lignée au verbe sûr et à l'orgueil discret. Pourtant, une fêlure a commencé à courir sous l'émail lisse de ces journées ordonnées. Rien de spectaculaire. Des broutilles. Une porte qui se referme doucement quand j'approche. Des chuchotements qui se taisent d'un coup, comme si on avait éteint une lampe. Une chemise cartonnée qui change de place sur le buffet. Je me disais que je devenais méfiante, que le chagrin me faisait voir des ombres. Le violoncelle, dans la radio, glissait vers une note grave. J'avais envie de monter le son pour recouvrir ces impressions. Un jeudi, Mireille a apporté un gâteau aux amandes, posé sur une assiette bleue. Elle a déplié un papier, l'a tapoté avec l'index. Il faudrait ta signature, Rosa. Rien de méchant, une histoire d'assurance habitation. Elle parlait vite, souriante, attentive à ma tasse vide, au timing du four, aux miettes qu'elle rassemblait déjà. Sur le document, je reconnaissais des mots familiers. Avenant, bénéficiaire, couverture. Tout semblait en règle, rien qui accroche l'œil. Pourtant, un détail m'a serré la nuque. Mon nom n'apparaissait pas là où je l'attendais. « C'est normal », a dit Mireille, comme si elle avait entendu mon hésitation. Le notaire a simplifié. « Ça évite des complications si tu… » Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a souri plus fort. J'ai signé parce qu'il y avait le gâteau, la radio, l'odeur d'amande et cette fatigue qui engourdit le discernement quand on vous répète gentiment que tout est déjà prévu. Le lendemain, j'ai ouvert le placard où nous rangions les dossiers. Le classeur gris, notre classeur gris, avait migré de l'étagère du milieu vers la plus haute. J'ai pris une chaise pour l'attraper. Dedans, les intercalaires étaient rangés autrement. Hypothèque venait avant. Assurance, titre avant. Facture, les pochettes étaient plus épaisses. J'ai caressé le plastique lisse du bout des doigts, sans oser en tirer une. J'ai refermé, remis en place, et j'ai passé un chiffon sur l'étagère, comme pour justifier ma montée sur la chaise. Geste absurde.
Mais j'avais honte de ma curiosité, comme si je fouillais dans un sac qui ne m'appartenait plus. Le samedi, j'ai reçu un appel de Malik, le cousin de Samuel. Sa voix hésitait entre la franchise et le respect. « Rosa, dis, tu as bien tout avec le notaire ?» Je veux pas me mêler, mais j'ai entendu Mireille dire. Il s'est arrêté, puis a repris, plus bas. « Vérifie la maison. » J'ai senti la table bouger sous mes coudes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a balayé. « Rien. Juste, sois attentive. » Il a raccroché en s'excusant trop, signe qu'il venait de me laisser une phrase qui lui brûlait la langue depuis un moment. Ce soir-là, j'ai ressorti le cahier marron où je notais les choses importantes. Je l'ouvrais d'ordinaire pour des listes de travaux, des recettes à ne pas perdre, des idées de peinture. J'y ai écrit une date, puis 3 lignes. Document assurance, signé avenant. Classeur déplacé. Appel de Malik. Vérifie la maison. Les mots, posés sur le papier, m'ont paru soudain plus lourds. J'ai écouté la maison respirer. Le frigo ronronnait par à-coups, le bois du parquet craquait doucement. Le couloir exhalait son odeur de cire et de poussière chaude. J'aimais cette maison jusqu'au plinth, elle ne m'a jamais trahi, elle. L'idée qu'on prononce son nom à ma place m'a piqué comme une épine sous l'ongle. Le dimanche, j'ai cuisiné un poulet au citron, par habitude. J'ai mis la table pour 2, par réflexe, puis j'ai retiré une assiette, un peu honteuse d'avoir laissé courir ma main plus vite que ma tête. À midi, le téléphone a vibré, un message de Mireille. On passe à 15h, on apportera des papiers du notaire pour signature. Pas de « est-ce que ça te va ?» Pas de « tu es disponible ?» Une décision, sans consultation. J'ai répondu. 6h30 plutôt. J'ai relu mon plutôt comme on goûte une gorgée d'un vin trop franc. C'était un mot nouveau dans ma bouche, un mot qui refusait poliment. Elle a mis un cœur et un pouce levé, signe universel pour dire « j'ai lu, pas j'ai entendu ». Ils sont arrivés à l'heure exacte. Mireille, tailleur sombre, regard au laser, et Patrick, son mari silencieux, veste sur l'épaule. Le salon sentait encore la citronnelle de la bougie du matin. Mireille a posé 2 dossiers sur la table, a sorti un stylo, a laissé courir son index sur la première page. En avance, Rosa. On soulage tout. Là, c'est une histoire d'inventaire, et là, un document bancaire. Elle parlait comme un GPS dans une langue qu'on comprend sans saisir toutes les rues. J'ai pris la première feuille. Il y avait beaucoup de noms, peu de phrases. Mon regard a accroché une ligne. Notification d'intention concernant le bien ciseau. Notre adresse. Le cœur m'a tapé dans la poitrine. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une formalité, » a dit Mireille. « Ça ne t'engage à rien. » Le notaire veut simplement être sûr que tout le monde est aligné. Aligné. Le mot sonnait militaire. Patrick a ajouté, d'une voix douce. « C'est pour protéger tes intérêts. » J'ai senti une chaleur me monter au cou. Pas la colère, pas encore. Plutôt une vigilance, comme quand on entend un bruit dans le jardin la nuit. J'ai posé la feuille, calmement. Je préfère lire ça avec quelqu'un de neutre. La pièce s'est contractée d'un coup. Mireille a cligné des yeux, surprise, puis a recomposé son sourire. Bien sûr, mais ne tarde pas trop, il y a des délais. Ils sont repartis avec leur dossier et un compliment sur mes hortensias qui n'a touché aucune feuille. J'ai regardé le salon après leur départ. Les coussins n'étaient plus à la même place, une empreinte humide sur la table marquait la présence d'un verre déplacé sans sous-verre. Des détails ridicules, peut-être. Mais j'ai senti, très nettement, que quelque chose venait de bouger. Pas dans les papiers, dans la façon de se tenir, de parler, d'occuper l'espace. Cette maison n'était plus, à leurs yeux, chez moi, mais le dossier. Et je n'étais plus tout à fait Rosa, mais la signature. Le soir, j'ai appelé le cabinet du notaire. La secrétaire a pris un ton compréhensif. « Madame, nous avons effectivement des pièces à revoir. Passez demain si vous pouvez. » Sa voix avait la douceur administrative des personnes qui voient défiler des histoires et savent où se cachent les arêtes. La nuit a été claire, sans rêve. Je me suis levée tôt, comme les jours de rentrée scolaire, quand j'accompagnais les enfants du voisin à l'arrêt de bus. La ville sentait le pain chaud et le bitume humide. Au cabinet, le couloir était tapissé de cadres dorés. J'ai attendu sur une chaise trop basse avec un dossier sur les genoux. Mes doigts laissaient des marques tièdes sur le carton. Maître Leroy m'a reçu avec une réserve polie, cheveux gris, cravate bleu nuit, yeux qui ne s'attardent pas. Il a déplié les documents que Mireille avait laissés pour gagner du temps. Il a lu vite, puis plus lentement, puis il a relevé le regard. « Qui vous a demandé de signer ceci ?» J'ai répondu, sans baisser les yeux. « Ma belle-sœur. »
Elle dit que ce sont des formalités pour me protéger. Il a posé son stylo comme on pose une fourchette pour mieux choisir ses mots. Madame, ce ne sont pas des formalités, ce sont des actes préparatoires. Il a laissé le silence faire son travail, puis a ajouté « On parle ici de la maison ». Le mot a coupé l'air net. J'ai pensé au basilic sur l'appui de fenêtre, à la rayure sur la table basse, à l'odeur de savon dans le couloir. J'ai pensé à Samuel qui s'endormait avec un livre posé sur le ventre, à sa manière de glisser un cure-dent dans la poignée du frigo pour que ça ferme mieux. J'ai pensé à mon nom, écrit 1000 fois sur des factures, des lettres, des colis, et à ces papiers où il semblait tout à coup devenir optionnel. Maître Leroy a repris, pressé. Vous n'êtes pas dépossédé. Pas encore. Mais vos proches ont engagé des démarches qui, si vous signez sans lire, pourraient vous écarter des décisions. Il s'est penché, plus doux. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout le jargon. Vous avez le droit de demander du temps. Et vous avez le droit, surtout, d'exiger que rien ne se fasse sans votre accord explicite. Je suis sortie avec un sac plus léger et une tête plus lourde. Sur le trottoir, l'air sentait la pluie prochaine. J'ai levé la tête. Le ciel avait cette couleur de craie humide qui précède l'averse. J'ai pensé, d'accord, si tempête il doit y avoir, je ne resterai pas sous la pluie sans parapluie. De retour à la maison, j'ai posé la main sur la rampe de l'escalier. Le bois était lisse, tiède. J'ai traversé le couloir lentement, comme on visite un lieu avant de partir loin. Puis j'ai pris le cahier marron et j'ai écrit, sans trembleu. Rien ne se signe sans lecture complète. Demande copie de chaque document. Vérifier cadastre, titre de propriété. Changer la serrure du classeur. J'ai souri malgré moi. Changer la serrure d'un classeur ne met pas fin aux tempêtes, mais c'est un geste clair. Je suis allée chez le quincaillier du coin. Il m'a vendu un petit cadenas discret. Ça ne protège pas des voleurs, m'a-t-il dit en riant, mais ça rappelle qu'on ne touche pas sans demander. Je l'ai aimé pour cette phrase. Ce soir-là, j'ai tiré les rideaux un peu plus tôt. Le ciel s'était ouvert, la pluie tapait les vitres en perles serrées. Dans la cuisine, la radio jouait un morceau au piano. La main gauche répétait une note obstinée, la droite dessinait au-dessus une mélodie fine. J'ai senti la même chose en moi. Une note basse, ferme, et au-dessus, quelque chose de plus fragile qui cherchait sa place. J'ai reçu un message de Mireille. « Alors tu as signé ? On repasse demain. » Je l'ai laissé sans réponse. J'ai éteint la radio. Dans le silence, j'ai entendu clairement ce qui jusque-là se noyait dans le bruit. Mes propres pas. La tempête était en route. Je le savais sans pouvoir la décrire. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis couchée sans demander à la nuit la permission d'exister. J'ai posé la main sur la place vide à côté de moi et j'ai parlé à Samuel à voix basse, comme on confie une mission à quelqu'un de fiable. « Reste avec moi. Demain, je garde la maison. » Et c'est là que l'histoire a vraiment commencé, sans fracas. Avec une clé neuve sur un classeur, un rendez-vous pris, un plutôt envoyé par message, et cette certitude nue. Je ne suis pas une signature, je suis la propriétaire de ma voix, et elle va servir. Les semaines qui suivirent furent étranges. Pas de coup d'éclat, pas de confrontation directe, juste une série de détails anodins, presque invisibles, qui mis bout à bout, formaient une trame inquiétante. Tout commença un matin de septembre. En ouvrant la boîte aux lettres, je trouvai une enveloppe au nom de mon mari alors qu'il était décédé depuis 6 mois. Une simple notification administrative, pensais-je, mais en la retournant, j'ai remarqué une adresse différente en bas à droite. Une société inconnue, installée à 2 villes d'ici. J'ai haussé les épaules, mais j'ai rangé l'enveloppe dans le tiroir du buffet, celui où je gardais toujours les choses à vérifier plus tard. Quelques jours plus tard, lors d'un déjeuner en famille, un cousin éloigné lâcha une phrase en passant, entre la poire et le fromage. « Alors, ça y est, vous avez enfin trouvé preneur pour la maison ?» J'ai levé les yeux, surprise. « Quelle maison ?» Il a rougi, s'est raclé la gorge et a balbutié. « Oh, je croyais que... enfin... » Puis il a changé de sujet. À ce moment-là, une petite alarme silencieuse s'est déclenchée dans ma tête. Ensuite, il y eut la visite de Marc, le notaire de famille. Un homme précis, toujours impeccable dans ses costumes anthracites. Il est passé un après-midi, juste pour quelques signatures. En feuilletant distraitement les papiers, j'ai remarqué des termes inhabituels. Transfert anticipé, cession de nue propriété, valeur liquidative estimée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé. Marc a esquivé d'un ton neutre. « Oh, rien d'alarmant. Ce sont des démarches courantes pour simplifier les successions. » Mais son regard avait brièvement glissé vers la fenêtre, comme pour éviter le mien. Puis il y eut les appels manqués.
3 en une seule semaine, tout provenant du même numéro inconnu, pas de message laissé. Quand j'ai fini par rappeler, une voix administrative m'a répondu. « Ah, Madame Dupré, non, c'est bon, le dossier est déjà en cours de finalisation, vous n'avez rien à faire de plus. » Quel dossier? Je n'en avais jamais entendu parler. Avant que je puisse demander, la personne avait raccroché poliment mais rapidement. La tension s'insinuait comme une goutte d'encre dans de l'eau claire. Rien n'était encore grave en soi, mais chaque élément avait une saveur d'anomalie. Un soir, en rangeant les papiers dans la vieille commode en chêne, je suis tombée sur un double des clés de la maison. Je n'y avais pas touché depuis des mois. Pourtant, la clé portait une étiquette neuve. Un porte-clés moderne que je n'avais jamais vu. Quelqu'un avait accédé à ce tiroir, et je savais pertinemment qui avait eu les clés ces derniers temps, mon beau-frère. À partir de là, j'ai commencé à observer. Les conversations, les silencés, les regards qui se croisent quand j'entre dans une pièce. Les réunions improvisées entre les membres de la belle famille où, curieusement, je n'étais jamais conviée. Un dimanche, en sortant de la messe, j'ai entendu 2 voisines discuter près du portail. « Tu as vu ? La maison des Dupré va être vendue plus vite que prévu. »« Oui, c'est la belle famille qui gère tout maintenant. » Je me suis approchée. Elles se sont tues brusquement, comme des enfants pris sur le fait. Je n'avais encore aucune preuve tangible, juste une accumulation de signes, mais une chose était sûre, quelque chose se tramait dans mon dos. Et désormais, je ne laisserai plus rien passer. Le déclic est venu un matin d'octobre, sans prévenir. Une simple lettre recommandée, déposée dans ma boîte aux lettres avec un tampon officiel rouge. Notification de transfert de propriété lot numéro 47. Je me souviens avoir ouvert l'enveloppe en m'appuyant sur le plan de travail de la cuisine. Le papier était épais, glacé, presque froid entre mes doigts. Les premières lignes étaient techniques, rédigées dans ce langage administratif qui semble fait pour éloigner plutôt que pour expliquer. Mais au milieu de la 2e page, une phrase a figé mon souffle. Conformément à l'accord signé entre les héritiers principaux, la cession anticipée du bien immobilier 6 au 14 rue des Glycines a été validée. La propriété est désormais en cours de transfert. Je me suis relue. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Les héritiers principaux? Accord signé? Je n'avais rien signé. Rien. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de panique. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro du notaire. Marc a décroché d'une voix polie. Trop polie. « Marc, c'est quoi ça ?» Un silence. Puis un soupir léger, comme quelqu'un qu'on aurait préféré éviter. « Rosa, écoutez, je comptais justement vous appeler. Vous comptiez ou vous espériez que je ne le découvre pas. » Ai-je coupé, la voix plus ferme que d'habitude. Il a bafouillé puis fini par lâcher. Il y a eu une décision familiale. Vos beaux-frères et belles-sœurs ont souhaité accélérer la procédure pour éviter les complications successorales. Décision familiale, comme si je n'en faisais pas partie. Je suis restée silencieuse quelques secondes, le cœur battant. Puis j'ai demandé « Et moi? Où suis-je dans tout ça? » Vous êtes usufruitière, Rosa. Ce qui veut dire que vous pouvez continuer à vivre ici, bien sûr, mais la nue propriété a été transférée. Je connaissais ces mots, pas en détail, mais assez pour comprendre que quelque chose m'avait été subtilisé. La maison dans laquelle j'avais élevé mes enfants venait d'être vendue, sans même que je sois consultée. J'ai raccroché lentement, sans crier. Le silence dans la cuisine était d'une densité nouvelle. Ce n'était plus du doute, c'était une certitude tranchante. Je suis allée dans la pièce du fond, celle où mon mari avait son bureau. Sur une étagère, j'ai retrouvé une vieille boîte en métal contenant les papiers importants. À l'intérieur, un double de l'acte notarié initial, daté de 15 ans plus tôt, et surtout, une clause manuscrite, signée de sa main. En cas de décès, aucun transfert ou vente ne pourra être effectué sans l'accord écrit de mon épouse Rosa Dupré. Cette clause, il l'avait ignorée, ou pire, contournée. Ce soir-là, j'ai convoqué toute la belle famille chez moi, pas pour une discussion futrée, pour une confrontation. Quand ils sont arrivés, j'avais disposé les papiers sur la table du salon, comme des cartes dans une partie de poker. Le premier à parler fut Étienne, mon beau-frère. Il avait ce sourire en coin qu'il réservait aux moments où il pensait avoir gagné d'avance. « Rosa, il faut que tu comprennes, c'est pour le bien de tous. Cette maison, elle coûte cher à entretenir, on a simplement pris les devants. Sans moi ?» ai-je répondu froidement. « Tu n'es pas propriétaire, Rosa, » a ajouté sa femme sèche. « Tu y vis, oui,
Mais les décisions financières, elles nous reviennent maintenant. Je les ai regardées un à un, pas de colère explosive, une lucidité glaciale. Puis, calmement, j'ai sorti la clause. Le papier froissé, jauni, mais parfaitement lisible. Je l'ai posé au centre de la table. Le silence est tombé. Étienne a pâli. Sa femme a froncé les sourcils. C'est quoi ça? La main de ton frère, la sienne et la mienne. Cette clause rend votre accord familial illégal. Je les ai vus échanger des regards rapides. Ils n'avaient pas prévu que je sache. Ils avaient compté sur mon silence, sur cette Rosa douce, conciliante, qui ne faisait jamais de vagues. Mais ce jour-là, j'ai levé la tête. Vous avez vendu la maison dans mon dos, et vous avez oublié que je suis la seule à pouvoir signer. Un frisson a traversé la pièce. Pour la première fois, il ne riait plus. La nuit qui suivit la confrontation fut étrangement calme. Je ne ressentais plus la stupeur, ni même la colère. J'étais dans un état de tension froide, lucide, comme si une pièce verrouillée venait enfin de s'ouvrir dans ma tête. J'ai passé des heures à la table de la cuisine, une lampe allumée, les papiers étalés devant moi comme un puzzle à reconstituer. D'un côté, la lettre de transfert de propriété. De l'autre, la clause manuscrite de Samuel. Entre les deux, tous les courriers accumulés, les avenants suspects, les signatures forcées. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision claire. Ils avaient voulu me contourner. Je vais les obliger à passer par moi. Le lendemain, je me suis rendue chez Maître Leroy, le notaire indépendant que j'avais rencontré au début. Cette fois, je n'étais pas la veuve désorientée. J'étais la propriétaire légitime venue défendre ses droits. Il m'a reçue avec un sérieux nouveau. J'ai posé tous les documents devant lui, méthodiquement. Il les a étudiés un par un, lunettes au bout du nez, stylo tapotant la table à chaque irrégularité repérée. Au bout d'1 heure, il a relevé la tête. « Rosa, ce qu'ils ont tenté est habile, mais pas légal. Cette clause bloque toute cession, et certains documents sont signés sans votre consentement explicite. Cela peut constituer une falsification. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je veux faire annuler tout. » Il a hoché la tête lentement. « Alors nous allons agir méthodiquement, et croyez-moi, ils ne s'y attendent pas. Avant d'agir, j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon territoire. Changement des serrures, accès restreint aux documents, toutes les clés refaites, les papiers importants transférés dans un coffre, fini les visites improvisées. Chaque porte qui se fermait était comme une page qui se tournait. J'ai aussi ouvert un dossier chronologique. Chaque échange, chaque courrier, chaque appel était noté, daté, classé, fini les conversations floues. Dorénavant, tout laissait une trace. Puis, j'ai prévenu poliment la famille. À partir de maintenant, toute discussion concernant la maison passera par mon notaire. Pas de justification, pas d'excuse. Une phrase nette, comme un verrou qui claque. 2 semaines plus tard, Maître Leroy a envoyé des convocations officielles à chaque membre de la belle famille. Un rendez-vous au cabinet, pour révision des actes et conformité juridique. Ils pensaient venir pour m'intimider. Ils ont trouvé un notaire et 2 avocats assis en face d'eux. Étienne, fidèle à lui-même, a commencé par hausser le ton. « Rosa, ce cirque n'est pas nécessaire. Tout est réglé. » L'avocat a posé un dossier de 40 pages devant lui. « Justement, non monsieur, tout est irrégulier. » L'ambiance a changé en 1 seconde, les regards confiants ont vacillé. Maître Leroy a expliqué calmement, article après article, comment leur démarche pouvait être annulée et surtout, comment elle pouvait entraîner des poursuites. Mireille a tenté une dernière carte. « Mais Rosa, tu n'es pas contre nous. Tout ça, c'est de la famille. » Je l'ai interrompu doucement. « Ce n'est pas contre vous. C'est pour respecter la parole de Samuel et la mienne. » Au terme de cette réunion, une solution légale a été imposée. Annulation immédiate de la cession anticipée, restitution intégrale des droits de propriété à Rosa et mise en place d'un nouveau cadre juridique. Aucune décision future ne pourrait être prise sans mon accord écrit, validé par notaire. Ils ont signé, cette fois, la tête basse. En sortant du cabinet, je me suis arrêtée un instant sur les marches. L'air était frais, le ciel clair. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression de subir l'histoire, j'étais en train de l'écrire. L'auditeur, à ce moment de l'histoire, ressent un mélange de satisfaction et de tension apaisée. Le retournement n'est pas magique, il est intelligent, légal, construit. Rosa n'est plus une victime silencieuse, elle devient l'architecte de sa destinée. Les semaines qui suivirent cette confrontation furent comme une lente respiration après une longue apnée.
La maison avait retrouvé son silence habituel. Mais ce n'était plus le silence de l'incertitude, c'était celui d'un lieu qui m'appartenait à nouveau. Chaque pièce semblait différente. La lumière dans le couloir avait changé de texture. Le parfum du bois ciré, que je connaissais par cœur, avait retrouvé une douceur simple. Je pouvais enfin poser ma tasse sur la table sans craindre qu'un courrier inattendu vienne bouleverser la journée. Ce n'était pas une victoire éclatante, ce n'était pas un triomphe théâtral. C'était quelque chose de plus profond. La récupération silencieuse de ma dignité. J'ai commencé à rependre la petite pièce du foncel qui servait autrefois de bureau à Samuel. Chaque coup de pinceau était comme une phrase adressée à moi-même. « Tu es chez toi. Tu décides maintenant. » J'ai remis de l'ordre dans les placards, trié les dossiers, accroché de nouvelles photos. Des gestes simples, mais chargés de sens. Mireille et les autres ont gardé leur distance pendant un temps. La tension s'est dissipée, lentement. Certains regards ont changé, d'autres sont restés froids. Mais je n'attendais plus leur validation. Je n'avais plus besoin qu'ils reconnaissent ma place. Je l'avais reprise moi-même. Un soir, j'ai écrit une lettre à Samuel. Pas pour lui reprocher, pas pour le retenir. Pour lui dire que la promesse qu'il avait laissée cette clause manuscrite, oubliée dans une boîte métallique, je l'avais honorée. Je lui ai raconté tout. La peur, la colère, le déclic, la réunion au notaire. Et surtout, le moment où j'ai dit non pour la première fois, sans trembler, j'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans le même coffre que les nouveaux documents officiels, comme un témoignage silencieux. Ce que j'ai compris, dans tout ce tumulte, c'est que la dépossession commence souvent dans le silence. Pas dans les grands actes, mais dans les petites signatures données pour faire confiance. Dans les phrases dites vite, dans les rendez-vous où l'on n'écoute qu'à moitié, quand on ne veut pas faire d'histoire. Mais en réalité, on laisse les autres écrire la nôtre. Ce jour-là, j'ai décidé que plus personne ne parlerait à ma place. Pas la famille, pas les notaires, pas la peur. La dernière scène de cette histoire n'est pas spectaculaire. C'est une femme seule, debout devant une fenêtre, un mug entre les mains. La pluie s'est arrêtée, l'air est clair. Elle regarde sa maison, son jardin, son passé et son avenir dans le même cadre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Un sourire calme, inébranlable.